Aujourd'hui, on va voir l'analyse de données. Donc, je vous rappelle, la dernière fois, on avait plus parlé de bonnes pratiques. On avait fait un petit tour d'horizon du marketing numérique. Et on avait vu, du coup, que s'il y avait bien quelque chose d'important dans le marketing numérique, c'était l'analyse de données. Pour reprendre un petit peu ça, rappelez-vous que chaque action que vous allez mettre en place sur le web, elles sont quantifiables et vous devez les quantifier. C'est ce qu'on appelle le retour sur investissement. Je pense que tous ceux qui ont fait un petit peu de marketing en ont entendu parler. Donc aujourd'hui, on va voir comment aller chercher cette data et comment voir quelles sont les opérations qui sont rentables et celles qui sont un petit peu moins rentables ou moins efficaces. Alors, déjà, on va voir comment ça fonctionne l'analyse de données. Je vais juste ouvrir le chat pour voir vos questions. Donc évidemment, comme le disait Stéphanie, il ne faut surtout pas hésiter à poser les questions en live, que ce soit à l'oral ou dans le chat. Moi, j'ai un petit regard, là j'ai mon petit panel avec le chat, donc il ne faut surtout pas hésiter à me poser vos questions. On t'entend bien. OK. Déjà, ça, c'est une première bonne nouvelle dans le chat. Alors, comment fonctionne l'analyse de données? Ça peut paraître compliqué, mais ce n'est pas si compliqué. Déjà, on va prendre un peu de recul. Là, aujourd'hui, on va parler de l'analyse de données sur votre site web. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé des poèmes médias, on avait parlé des médias que vous payez pour avoir la visibilité. On avait parlé des médias. Vous allez emprunter la visibilité comme les réseaux sociaux. Pour le payant, c'était la publicité en ligne, les moteurs de recherche de façon payante ou les réseaux sociaux en publicité. Et on avait parlé aussi du own. Donc le plus important, ce sont vos propres médias. Et on avait vu que dans ça, c'était derrière votre site web, votre base de données, votre analyse de données. Donc aujourd'hui, on va plus se concentrer sur l'analyse de données de votre site web, mais aussi d'où est-ce que ça vient. Donc quand quelqu'un arrive d'une publicité en ligne, il arrive sur votre site web, on a envie de savoir qu'est-ce qu'il fait sur le site web. Est-ce qu'il regarde 3 pages? Est-ce qu'il reste 10 minutes? Est-ce qu'il va acheter ou pas? Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, rappelez-vous, on avait regardé l'analyse de données d'assez loin. Là, on va voir à quoi ça sert. Déjà, pourquoi faire l'analyse de données? Déjà, mieux comprendre le comportement de l'internaute. L'internaute, il a un comportement qui est évolutif. Alors, effectivement, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas vu la première formation. Donc, normalement, celle-ci, c'est une continuité de la première formation, mais je pense qu'on peut l'apprendre de façon totalement détachée, puisqu'on va se concentrer sur un seul sujet qui est l'analyse de données. Donc, pour en revenir à l'analyse de données, mieux comprendre le comportement de l'internaute. Il y a des évolutions qui sont énormes dans le comportement de l'internaute. Il y a eu plein de moments dans le web. Il y a eu le web 1.0 où on pouvait seulement consulter le web. Pour les plus âgés d'entre nous, rappelez-vous, c'était quand on pouvait juste lire sur le web. Puis après, arrivé le web 2.0 où là, on a pu participer. Donc, l'internaute est devenu un acteur. Donc là, ça fait une évolution de comportement assez phénoménale puisqu'on pouvait mettre des commentaires, créer des blogs, aller sur Wikipédia et créer des fiches sur Wikipédia. Donc là, c'est clairement un moment où le web s'est transformé. Et puis après, il y a eu plein d'évolutions. Il y a eu l'arrivée de Facebook. Dernièrement, il y a eu l'arrivée de Snapchat qui a changé notre comportement puisque je le rappelle, Snapchat, c'est du contenu éphémère, c'est du contenu qui a tendance à disparaître. Donc, du coup, ça a créé un nouveau comportement un peu boulimique, je mettrai entre guillemets, dans le sens où l'internaute, il va avoir besoin d'aller chercher ce contenu toujours plus parce qu'il est éphémère. Donc, du coup, il y a une consommation et une surconsommation. Il y a un terme dans les médias qui s'appelle l'infoboulimie. Donc, on va aller voir ces changements de comportement. Un internaute peut être satisfait en 2017 de votre site web et en 2020, il peut plus du tout être satisfait. Donc, grâce à l'analyse de données, vous pouvez voir ça. On peut analyser les performances de votre site web. En combien de temps il va charger? Est-ce que les internautes arrivent à bien voir le contenu? Est-ce qu'ils restent sur votre page ou est-ce qu'ils s'en vont? Donc ça, on va regarder on peut regarder des performances pures du site web, analyser les tendances de comportement, les évolutions du comportement des internautes et surtout le dernier point, le plus important sur lequel on va beaucoup insister parce qu'on est ici entre entrepreneurs, faire des économies en priorisant les opérations, notamment ce qu'on appelle le retour sur investissement. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, en retour sur investissement, à chaque dollar investi, je veux que ça me ramène quelque chose. Si je dépense de l'argent, du temps ou de l'énergie, il faut que ça ramène quelque chose. Et sans analyse de données, je ne sais pas si ça a ramené quelque chose. En général, moi, je préconise un x3. Donc, si par exemple, vous mettez $1 de publicité, il faut que ça vous ramène au moins $3 de chiffre d'affaires. Pourquoi pas un x2? Parce que si vous mettez $1 d'investissement et vous faites $2 de chiffre d'affaires avec votre publicité, entre le coût de la publicité, le temps que ça a pris, vos marges, les coûts de structure, les coûts de temps homme que vous avez mis en place, vous êtes à peine rentable si ce n'est pas rentable. Donc moi, je conseille un x3. Si vous faites $1000 de publicité par mois, il faut que ça vous génère au minimum $3000 par mois. Évidemment, ça peut être plus ou moins en fonction des marges que vous faites. Donc, les avantages de l'analyse de données, retour sur investissement, on fait un retour sur chaque dollar investi.
On va voir tout à l'heure qu'on peut connaître des données démographiques, géographiques de diffusion qui sont très intéressantes, des rapports détaillés aussi, ensuite des suivis de conversion et un parcours de l'internaute, et enfin on va commencer à rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va avoir deux choses qui vont être importantes, c'est ce qu'on appelle le CPM et le CPC. Le CPM et le CPC, c'est comme ça qu'on va calculer le coût plus particulièrement d'une publicité en ligne. En général, une publicité, c'est du CPC, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle du coût par clic. Donc, par exemple, quand vous faites une publicité sur les réseaux sociaux, sur un moteur de recherche, quand quelqu'un va cliquer sur votre publicité, vous allez être facturé. Donc, le coût par clic, il peut être de 1 dollar, de 2 dollars, de 3 dollars, peu importe. Ça, c'est le coût par clic. Donc là, c'est quand vous faites une publicité avec un objectif d'action derrière. Donc, par exemple, mon coût par clic, il est 3 dollars. Si quelqu'un clique, il faut que je génère au minimum 9 dollars de chiffre d'affaires. Le coût par mille, c'est quelque chose qui est moins utilisé par les entrepreneurs parce que c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. En fait, c'est du coût par mille. C'est les publicités que vous voyez souvent en display, que vous avez sur les sites web. Là, on prend une décision qu'on va être facturé au CPM, donc au coût par mille. Donc, à chaque fois que 1000 personnes vont voir votre publicité, vous allez être facturé. Donc là, on est sur des coûts qui sont souvent astronomiques parce qu'on travaille directement sur des 1000 vues. Donc, en général, c'est plus pour des entreprises qui ont un petit peu de moyens et qui ont besoin de grosse visibilité. Moi, ce que je conseille aux entrepreneurs en démarrage, on se rappelle que souvent, qu'on soit en démarrage ou même en début de croissance, en général, on va se concentrer sur du CPC parce qu'on veut du résultat, on veut de l'action. Alors que le coût par mille, c'est pour des entreprises qui ont des besoins de grosses campagnes de notoriété et qui ont des moyens un petit peu plus costauds, même s'il y a des exceptions, effectivement. Si on avance un petit peu, on va se concentrer sur les trois typologies de sites qui existent. Il y en a trois, c'est très simple. Les sites de contenu. Les blogs, les magazines, les webzines, ce sont des sites de contenu. Eux, leur moyen de générer de l'argent, c'est tout simplement la publicité en ligne. Donc, s'il y a bien une statistique qui est importante pour eux, c'est le volume des visites. Plus il y a de monde, plus il y a de publicité qui va être regardée, visionnée, plus ils vont avoir de volume de vente. Il y a une autre stat qui est importante, de vente de revenus publicitaires, pardon. Il y a une autre statistique qui va être très importante à ce niveau-là, ça va être la rétention. Si quelqu'un regarde un article de blog ou un article sur le magazine, c'est une pub de vue. Par contre, si quelqu'un va regarder 5-6 articles, ça va multiplier par 5 la possibilité qu'il clique sur une pub ou qu'il voit une pub. Donc ça, c'est les sites de contenu. Les sites de captation, c'est les sites vitrines aussi, on les appelle. Les sites vitrines, c'est tous les sites des entreprises, tous les sites qui sont là pour apporter de la visibilité à l'entreprise, mais qui n'ont pas de notion de vente. Donc, ça va être plus des sites pour des entreprises de services, des fois en B2B, ou des sites vitrines pour des produits, mais il n'y a pas de notion de e-commerce, en gros. Donc là, en général, c'est du volume de leads. Là, on va vouloir capter des emails, on va vouloir faire des formulaires de contact. Certains font même des devis en ligne. Donc là, on va vouloir générer un maximum de prospects. Et la troisième, c'est le plus simple, c'est le site de commerce en ligne. C'est celui qu'on connaît le plus parce que c'est celui qu'on manipule au quotidien. Et là, évidemment, c'est le volume de chiffre d'affaires qu'on va regarder. Donc, combien on a fait de ventes et quelle est la rentabilité du site web. Voilà. Comment ça marche, l'analyse de données? Comme on l'a vu tout à l'heure, quand quelqu'un va venir de l'extérieur sur votre site web, si on n'a pas d'analyse de données, on ne sait pas ce qu'il va faire sur le site web. Donc, il faut installer un outil d'analyse de données et il en existe plusieurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Google Analytics parce que, pour être honnête, c'est dans les outils gratuits le plus performant et de très très loin. Je connais quasiment aucun entrepreneur qui n'utilise pas Google Analytics. C'est vraiment le plus utilisé par 90% des sites web. Il y en a d'autres néanmoins. Donc, si vous n'avez pas envie de travailler avec Analytics, vous allez avoir ClickTail. ClickTail, c'est un outil qui est payant, qui sera moins puissant que Google Analytics, mais qui sera bon sur certains autres domaines, qui peut suffire. Vous avez Piwik qui est gratuit, mais qui honnêtement n'arrive pas à la cheville de Google Analytics. Mais ça peut être un outil gratuit, donc pourquoi pas si jamais vous n'avez pas envie d'aller sur Google Analytics. Enfin, vous avez Adobe Analytics qui, lui, est très très bon, mais qui coûte environ 150 000 à 300 000 dollars l'année. Donc, c'est quand même un budget. Par contre, il est extrêmement puissant. C'est de loin le meilleur avec Google Analytics 360, qui est lui un produit payant et qui est à l'inverse à peu près dans les tarifs de Adobe Analytics. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur Google Analytics parce que c'est le plus utilisé et il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'il est gratuit, il est très puissant et c'est un des seuls outils gratuits qui vous propose d'avoir de la data en live. Donc, vous allez voir qu'on peut regarder la data en direct. Si vous avez 1000 personnes en live, vous pouvez regarder 1000 personnes en live sur votre site web et regarder leur comportement. Alors, comment ça marche, un outil d'analyse de données?
Vous avez votre site web. Sur chaque site web, vous allez installer ce qu'on appelle un code de tracking. Donc, en fait, c'est un morceau de code qui est du JavaScript. Donc, un JavaScript, c'est du code qui va faire des appels à l'extérieur. Bon, ça paraît technique pour l'instant, mais vous allez voir, c'est assez simple. Sur chacune des pages de votre site web, vous allez installer ce fameux code de tracking. Donc, toutes les pages, vous allez installer le code. Voilà, tout simplement. Quand quelqu'un va charger une de vos pages web, que ce soit la page d'accueil, une page produit, une page service, ça va déclencher la fameuse balise en JavaScript. Et rappelez-vous que je vous ai dit il y a quelques secondes qu'elle faisait un appel à l'extérieur. Donc à chaque fois que quelqu'un va se connecter à une page, il va charger votre page, il va notamment charger ce qu'on appelle ce petit script que vous voyez ici entouré en vert. Donc ça, c'est le fameux tracking code que vous allez installer sur toutes vos pages. Bah, il va faire un appel à l'extérieur et il va indiquer à Google Analytics, j'ai quelqu'un qui vient de se connecter, maintenant tu peux le suivre. Donc là, ce qui va se passer, dans un premier temps, Google Analytics va aller voir dans les cookies de la personne qui vient de naviguer sur votre site web, est-ce que déjà il le connaît? Pour savoir s'il le connaît ou pas, c'est pas très compliqué. Il va juste regarder s'il y a déjà des cookies ou non. Si dans les cookies, il n'a pas de trace de Google Analytics, c'est que cette personne n'est jamais venue sur le site web, et ben cette fois-ci, il va lui les installer, les cookies. Donc là, il va lui mettre des cookies, comme ça, si la personne revient, il le saura. Et en fait, il va lui mettre un identifiant unique. Et ensuite, une fois que la personne va commencer à naviguer sur le site web, elle va commencer Google Analytics va commencer à analyser tout ça. Donc, on a un code sur le site web qui déclenche directement, qui fait un appel à Google Analytics, il check, il remplit les cookies ou il check s'il y a déjà des cookies remplis, et ensuite il lance l'analyse de données. Et ce sont les serveurs qui sont à l'extérieur, les serveurs de Google, qui vont traiter la donnée et l'analyser. Alors, j'ai une question, c'est nous qui devons l'installer, ce tracker. Tout à fait. Ça fait peur, vous allez voir, mais la slide suivante, je vous rassure tout de suite. Comment on installe Google Analytics? C'est extrêmement simple en fait. Ça fait toujours très peur là parce qu'on a du tracking, on a des trucs comme ça, mais c'est important déjà de comprendre comment ça fonctionne et ensuite comment l'installer. Pour l'installer, il suffit d'aller s'inscrire sur Google Analytics, de créer un compte Google. En 99% des cas, ça sera déjà fait. Et ensuite de s'inscrire sur Analytics pour obtenir votre ID, votre idée de suivi. Donc là, c'est extrêmement simple. Vous allez sur le Google Analytics, vous vous connectez à votre compte Google, vous mettez inscription, vous allez mettre le lien de votre site web, et voilà, c'est terminé. Il y a juste ça, et on va vous donner le fameux code de tracking. Donc en gros, vous allez sur le site, vous vous inscrivez, et on va vous donner ça. Vous allez avoir un identifiant unique et un code de tracking. Pour l'installer sur son site web, à la base, effectivement, on devait installer manuellement sur chacune de ces pages web le petit code. Autant vous dire qu'en 2020, plus personne ne fait ça. Même les plus férus du code ne font plus ça parce que c'est fastidieux et c'est très très long. Donc, il y a des modules. Il y a aussi les thèmes qui le font. Il y a aussi ce qu'on appelle les CMS, donc par exemple WordPress, Shopify. Vous allez avoir quoi d'autre? Vous allez avoir Wix en plus connu. Vous allez avoir PrestaShop. Vous en allez avoir plein. En fonction de l'outil que vous utilisez pour la création de votre site web, il y aura une méthode différente pour installer Google Analytics. Mais quasiment tous ces produits vous proposent une manière simple de le faire. Par exemple, sur WordPress, vous avez un module qui s'appelle Monster Insight, et je vous le mets dans le chat pour ceux qui ont WordPress, qui vous permet de vous connecter extrêmement facilement, faire une connexion entre votre site web et le Google Analytics. Donc Monster Insight, par exemple, sur WordPress, c'est très simple. Vous installez le module, vous rentrez votre code de suivi et automatiquement, lui, il va s'occuper de baliser, en fait, d'aller mettre sur chaque page le fameux code. Sur Shopify, pareil, dans les paramètres de votre Shopify, vous avez une option. Dans les paramètres, vous avez une option, vous avez juste à mettre votre code de tracking, donc c'est extrêmement simple. Ça, c'est la première étape. Donc là, on a installé Google Analytics. Je tiens quand même à rappeler que les outils d'analyse de données, c'est ce qu'on appelle des entonnoirs. Donc la data, elle tombe dedans et ensuite, Analytics va traiter. Donc, ce n'est pas rétroactif. C'est là où je veux en venir, c'est extrêmement important. Si vous n'avez pas installé ce fameux entonnoir, ce fameux Google Analytics avant, si vous l'installez, c'est trop tard. La data, elle n'est pas tombée. Donc, Google Analytics, il n'a pas de rétroactivité. Donc, si vous n'avez pas Analytics depuis 2 ans ou depuis 2 mois ou depuis 3 mois, c'est trop tard. Donc, ça, c'est important. À chaque fois que vous allez créer un site, pensez à mettre l'outil d'analyse de données dès le début. La troisième étape qui est très très importante, c'est de ne pas faire apparaître votre adresse IP. Vous allez vous auto-bannir de Google Analytics. Rappelez-vous du fameux entonnoir. Vous allez rajouter un filtre sur cet entonnoir et vous allez demander à Google Analytics de ne pas apparaître. Ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié et extrêmement important. On se rappelle qu'on installe de l'analyse de données pour analyser le comportement de nos clients et de nos futurs clients, nos potentiels clients. Vous,
En tant qu'entrepreneur, vous allez aller tous les jours sur votre site web. Vous allez aller voir les fiches produits, vous allez le modifier, vous allez vous connecter, vous déconnecter. Et en fait, vous allez littéralement biaiser votre data parce que Google Analytics ne saura pas que vous êtes l'entrepreneur et non pas un client et va vous mettre dans les stats. Moi, ça m'est arrivé d'accompagner des entrepreneurs et en fait, on s'est rendu compte que peut-être 50% de leur data, en fait, c'était eux. Donc, du coup, ils avaient un comportement super étrange sur leur site web et à partir du moment où on les avait enlevés de Google Analytics, ça a permis de le faire facilement. Donc, pour ça, c'est très simple. Vous allez récupérer votre adresse IP. Donc, vous allez sur monip.com qui correspond à l'adresse de votre box Internet. Et à partir du moment où vous avez ce code, vous allez dans les paramètres de Google Analytics. Donc, vous allez en bas à droite dans Google Analytics, vous avez une roue crantée qui vous emmène dans les paramètres. Vous allez dans Filtre et vous allez créer un filtre d'exclusion et vous avez juste à mettre votre adresse IP, faire OK. Et à partir du moment où c'est fait, à chaque fois que vous allez vous connecter avec votre adresse IP, Google Analytics ne va pas vous prendre en compte, en fait. Il va vous faire disparaître des datas, ça va vous éviter de les biaiser. Alors, si on avance un petit peu, on a vu comment installer un outil d'analyse de données. Alors, excusez-moi. Voilà. On va regarder les principaux indicateurs qu'on peut avoir sur l'analyse de données. Déjà, un des tout premiers, c'est le nombre de visiteurs. Effectivement, on peut savoir si on a 1000 visiteurs, 2000 visiteurs ou 5000 visiteurs. Je vais vous poser une question, donc soyez prêts à répondre dans le chat. Est-ce que vous préférez avoir 1000 visites, 10 000 visites ou 100 000 visites? Donc A, B ou C? Je vous laisse répondre. Ah, j'ai aucune réponse. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous préférez 1000 visites, 10 000? C? OK. OK. Vous êtes tous tombés dans mon piège. 100 000 visites, c'est bien, mais ça ne veut rien dire. Je vous donne un exemple. Vous avez 100 visites et vous avez 10 achats. Exactement, Marie-Renée. Vous avez 100 000 visites et vous avez 0 achat. Ces 100 000 visites, c'est bien, mais ça ne vous a servi à rien, ça a apporté 0 chiffre d'affaires. Alors que derrière, ça se trouve, vous pourriez avoir 100 visites et des achats. Donc la course aux visites, avoir plein de visites, c'est bien, mais il faut que derrière, c'est un impact. Moi, je préfère avoir peu de visites et avoir plein d'achats, enfin plein de conversions, on appelle ça, plutôt qu'avoir énormément de visites et au final très peu de ventes. Donc le nombre de visiteurs, c'est important. Il faut qu'il soit croissant, mais il ne faut pas s'arrêter à ça parce que ça ne veut rien dire. Derrière ce nombre de visiteurs, il faut aller voir l'intérêt de ces visiteurs. Est-ce qu'ils vont rester longtemps sur le site web? Ça, vous pouvez le savoir. Est-ce que les gens sont restés 2 minutes, 3 minutes, 10 minutes, 1 heure? Donc ça, c'est important. On peut aller le voir. On peut aller voir aussi les pages plus visitées. On peut aller voir, du coup, aller voir les tendances sur son site web. Quelles sont les pages qui sont les plus visitées? Quelles sont les pages produits qui sont les plus scrutées sur son site web? On va voir un autre un autre indicateur qui est une KPI qui est très important, c'est le taux de rebond, mais on va le définir un petit peu après. Mais le taux de rebond, ça correspond à la satisfaction de l'internaute qui arrive sur votre site web. On va voir tout à l'heure que le taux de rebond, en fait, ça correspond à quelqu'un qui arrive sur votre site web. Et est-ce qu'il reste comment je peux... Attendez, regardez. On va aller à la slide directement. Ça va être beaucoup plus agréable de l'expliquer ainsi. Normalement, la slide, elle est par là. On va expliquer le taux de rebond maintenant. Le taux de rebond, c'est un des indicateurs pour moi les plus importants parce que, ils sont tous très importants. En fait, on va voir qu'ils sont tous connectés les uns aux autres, mais celui-là, il est important et c'est bien de le comprendre. Un taux de rebond, c'est quelqu'un, par exemple, ici, il a tapé Coupe Stanley sur Google. On va imaginer que c'est quelqu'un qui voulait le résultat des derniers matchs et il a cliqué sur Wikipédia. Et là, il arrive sur l'histoire de la Coupe Stanley, mais ça ne correspond pas à ce qu'il voulait, parce que lui, il voulait les résultats du match. Il ne voulait pas du tout voir l'histoire de la Coupe Stanley. Donc, du coup, ce qu'il va faire, il va arriver sur Wikipédia et il va s'en aller. C'est-à-dire qu'il va faire un rebond. Donc, un taux de rebond, ça vous permet de savoir la satisfaction des gens qui arrivent sur votre site web. Donc, quelqu'un qui arrive sur votre site web et qui s'en va directement, sans faire d'interaction, sans cliquer sur d'autres pages, sans acheter, sans rien faire, comme dans ce cas-là, clairement, c'est un indicateur de non-satisfaction. Donc ça, c'est important d'analyser cet indicateur assez régulièrement. Ensuite, on va avoir le désir. On va avoir les gens qui reviennent. Donc, vous voyez, on a attiré l'attention, on a attiré l'intérêt. Maintenant, on va attirer le désir. Donc, c'est des gens qui vont revenir plusieurs fois. Donc, le nombre de visiteurs, le nombre de visites par utilisateur. Donc, on a des gens qui vont venir 1 fois, 10 fois, 30 fois. Le nombre de pages vues par visite et encore une fois, le taux de rebond. Sachez que souvent,
quasiment tout le temps sur un site web, c'est très rare d'avoir des gens qui arrivent sur votre site web et qui achètent directement. Ça, c'est quand même très, très rare. Vous allez avoir plein de gens dans les statistiques, et ça, on peut le voir sur Google Analytics, qui vont venir une fois de Facebook, qui vont revenir depuis les moteurs de recherche, puis qui vont revenir directement sur votre site web en tapant dans l'adresse, et puis qui vont enfin acheter. Donc ça, c'est important. Ça permet de voir un peu le cheminement qu'ont vos internautes avant d'acheter. Et enfin, la dernière étape, la fin du tunnel, c'est ce qu'on appelle le taux de clic ou le taux de conversion. Donc, ça correspond tout simplement à votre objectif final. Donc, le taux de clic, c'est par exemple si vous avez un formulaire de contact, à chaque fois que quelqu'un fait envoyer un formulaire de contact, ça déclenche un objectif. Le taux de conversion, c'est à chaque fois que quelqu'un met un produit au panier, ça déclenche un objectif. Si vous faisiez des devis, votre objectif, ça pourrait être des demandes de devis en ligne. Et puis, des objectifs, il peut y en avoir plein comme ça en fonction des objectifs de votre entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Donc, si j'ai 1000 visites ici et que je fais, allez, on va dire 100 ventes, j'ai un taux de conversion de 1%, de 10%, pardon. Donc, ça fait 10%. Si j'ai 1000 visites et j'ai 10 ventes, ça me fait un taux de conversion de 1%, ainsi de suite. Donc, le taux de conversion ici va être très important et ça va être un des facteurs les plus importants en analyse de données. On va avoir plein de ce qu'on appelle des dimensions dans Google Analytics. En fait, vous avez toutes ces statistiques qu'on a vues là, nombre de visites, durée moyenne, taux de rebond et compagnie, on va les croiser à quelque chose. Parce qu'il faut un objectif, c'est-à-dire une dimension à ce qu'on recherche. Donc, si par exemple, je me pose la question, comment se comportent les internautes québécois sur mon site web? Et bien là, je vais aller dans la dimension démographie et géographie depuis Google Analytics et je vais pouvoir voir d'où viennent les gens, comment se comportent, pardon, par exemple, là, ici, on a les Américains. Donc, déjà, on va savoir qu'il y a 603 visiteurs américains sur une période donnée. Donc, dans un outil d'analyse de données, on peut choisir le temps. Est-ce que c'est la semaine dernière, il y a un mois, il y a 2 mois? Donc là, on va pouvoir regarder les Américains. Et alors derrière, les Américains, combien ils ont fait de visites, combien de temps ils sont restés sur le site web, et puis combien de visites chaque utilisateur américain a fait, et quel est le taux de conversion. Et là, c'est intéressant. On va pouvoir comparer les pays entre eux. On va pouvoir voir quels sont les pays performants, les autres moins. On pourrait le faire par sexe. On pourrait regarder comment se comportent les hommes sur le site web, comment se comportent les femmes. Donc là, par exemple, on est sur un site web où il y a 66,5% de femmes. Pardon, c'est les hommes. Excusez-moi, je suis daltonien, les couleurs et moi, c'est terrible. Donc là, on a 66,5% d'hommes sur le site web. Donc vous voyez, on a cette statistique-là. Donc là, on pourrait se poser la question. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'on est une entreprise qui, à la base, cible autant les hommes que les femmes, et à ce moment-là, il y a un déséquilibre et on va essayer de l'équilibrer? Ou est-ce qu'en fait, on a un site qui est dédié plus aux femmes et à ce moment-là, c'est pas très grave, donc aux hommes, pardon, ou aux femmes, peu importe. Mais le but, c'est d'aller détecter les choses et voir si tout se passe bien. Et ensuite, tout ça, on va pouvoir croiser. On pourra même regarder le taux de conversion des hommes, le taux de conversion des femmes, le fameux taux de rebond, on va pouvoir le comparer entre les hommes et les femmes, et ainsi de suite. On va aussi pouvoir le faire par tranche d'âge. Donc voilà, ça, c'est les données démographiques et géographiques. Donc on va pouvoir croiser. On a des dimensions de source support, et c'est pour moi une des plus importantes, c'est de savoir d'où vient votre internaute. Est-ce qu'il vient des moteurs de recherche? Est-ce qu'il vient de la publicité en ligne? Est-ce qu'il vient de Facebook? Est-ce qu'il vient de Twitter? Donc, on va pouvoir aller regarder tout ça et analyser. Quel est le taux de conversion sur les des gens qui viennent des moteurs de recherche? Quel est le taux de conversion des gens qui viennent, par exemple, de Facebook, et ainsi de suite? Et on va pouvoir regarder quels sont vos canaux qui génèrent le plus de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est super important d'aller voir. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que les moteurs de recherche, c'est votre canal principal pour générer des revenus et qu'à l'inverse, Facebook ne rapporte pas grand-chose, ou à l'inverse. Donc voilà, ça vous permet de savoir où est-ce que vos opérations sont performantes. Je vous rappelle encore une fois, chaque dimension, on la croise à ces statistiques qu'on a vues là. Donc, je peux savoir le nombre de visiteurs qui viennent de Facebook, quel est le taux de rebond des visiteurs qui viennent de Facebook, combien de temps ils restent sur le site, combien de pages ils ont vues, et enfin jusqu'au taux de conversion. On a une autre dimension qui est appareil navigateur OS. Donc là, ça permet de voir un peu les performances du site web. Donc, ce qui est le plus important, c'est de voir s'il n'y a pas par exemple un navigateur web où vous avez un énorme taux de rebond. Si par exemple vous vous rendez compte que sur Internet Explorer, au hasard, vous avez un taux de rebond de 80%, c'est-à-dire que 80% des gens qui arrivent sur votre site web s'en vont sans faire d'interaction. C'est une alerte. Si vous avez un taux de rebond en général, quand il passe au-dessus de 50%, c'est une alerte. Ça veut dire qu'il y a plus d'une personne sur deux qui n'interagit pas avec votre site web, c'est une alerte. Donc là, par exemple, vous pourriez vous dire, si j'ai
40% des gens qui arrivent sur Internet Explorer et qui s'en vont, alors qu'en moyenne, je suis à 30-40%, c'est que je pense que mon site, il a un petit problème sur Internet Explorer. Donc ça, c'est possible de le savoir aussi depuis Google Analytics. Donc ça, c'est un bon point. Ça vous permet de voir s'il n'y a pas un problème technique. Donc là, c'est le moment où vous appelez en panique votre développeur. Vous pouvez aussi savoir le temps de chargement de votre site web depuis Google Analytics. Donc ça, c'est très pratique pour savoir si votre site est lent ou pas. Il va vous donner une note globale de chargement de votre site web en temps, 2 secondes, 3 secondes. Et si jamais il y a des pages qui sont très lourdes, ça peut arriver qu'il y ait certaines pages qui prennent 10 secondes, 15 secondes sur votre site web, il va vous les détecter et ça sera à vous d'aller optimiser ces pages par la suite. Pour les pages qui sont très lourdes à charger, en général, ça vient des photos. 90% des cas que je vois de pages très lourdes, c'est les photos qu'il faut alléger et compresser. Le taux de rebond, on l'a vu, donc ça c'est un indicateur qui est important. Comme je vous disais, c'est un pourcentage. Donc si vous allez voir par exemple la dimension source Facebook et vous voyez qu'il y a un taux de rebond de 70%, ça veut dire que 70% des gens qui viennent de Facebook arrivent sur votre site et s'en vont. Donc là, c'est pas très bon. Là, vous vous dites, OK, c'est que les gens qui viennent de Facebook, je les ai mal ciblés parce que ou ils comprennent pas mon site web ou il est pas assez ergonomique, ou mon site web ou ma page, peu importe, on peut aller dans le détail. C'est peut-être le moment où on s'inquiète. On se dit, OK, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou l'inverse, vous allez vous rendre compte, il y a un taux de rebond qui est en dessous de 50%. C'est bien. Le taux de rebond, souvent, on dit que c'est 50%. La moyenne sur le web, elle est de 40-50%. Pour moi, c'est un seuil d'alerte. Un taux de rebond, s'il peut être de 10-20%, c'est génial. C'est-à-dire que ça faisait 80-90% des gens qui restent sur votre site web avec des interactions. Donc, c'est quand même pas mal l'idéal. On a aussi le taux de sortie qui est différent du taux de rebond. Je suis désolé, il y a plein de data, mais c'est important de tous les comprendre. Et quand vous irez vous promener dans Google Analytics, vous comprendrez un petit peu mieux tout ça. Le taux de sortie, il est moins négatif que le taux de rebond. Enfin, il est même très positif. Le taux de sortie, on va reprendre l'exemple de la personne qui a tapé Coupe Stanley. Elle est arrivée sur le site web de RDS. Cette fois-ci, elle est satisfaite parce qu'on a les résultats. J'imagine que c'est ça. Bon, bref, j'y connais pas grand-chose au hockey, mais on va dire que c'est ça. Donc là, notre ami Robert, on va l'appeler tout à l'heure, il n'était pas content, il est arrivé sur Wikipédia. Cette fois-ci, il est arrivé sur RDS. Donc là, il est sur RDS. Très bien, il a ses résultats. Et puis, il va aller voir une deuxième page parce que là, il est intéressé. Il y a je ne sais pas, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Donc là, j'ai cliqué au pif sur le site, mais il a été voir une publicité sur le site, il a été voir 2-3 pages, et il y a un moment, il est parti. Il ne va pas rester toute sa vie sur le site web, c'est un moment où il est parti. Donc le taux de sortie, c'est savoir où est-ce que les gens s'en vont après un parcours de navigation. Il y a des fois, c'est bien, c'est très positif. Par exemple, si les gens s'en vont à la page félicitations pour votre achat sur une boutique e-commerce, il n'y a pas d'alerte, c'est super. C'est-à-dire que les gens, ils ont acheté, ils quittent le navigateur, c'est très bien, ils ont fait leur achat. Si par contre, le taux de sortie, il est assez élevé au niveau du panier, au niveau des frais de port, au niveau du paiement, là, c'est négatif. Ça veut dire que soit il y a un problème, ce n'est pas ergonomique, soit les frais de port sont trop chers, soit le module de paiement, il est buggé ou il n'est pas assez ergonomique. Donc voilà. Donc le taux de sortie, ça vous permet soit de valider certaines informations positives, soit de mettre un petit peu des seuils d'alerte. Encore une fois, le taux de sortie, on peut le récupérer un peu partout. Donc, dans Google Analytics, vous pouvez aller chercher les pages, toutes les pages de votre site web. L'idéal, c'est d'aller analyser chacune des pages, voir lesquelles ont un gros taux de sortie. Et évidemment, on crée des alertes quand il y a un taux de sortie qui est trop fort. Dans Google Analytics, pour les opérations que vous allez faire à l'externe, on se rappelle, tout à l'heure, on a parlé de la publicité. On a parlé de la publicité, par exemple, sur Facebook. Et ben, à chaque fois que vous allez faire une opération en dehors de votre site web, donc par exemple sur un blog externe, sur Facebook, sur Twitter, dans vos emails, tout ce qui ne se passe pas sur votre site web, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une URL traquée. Je vous ai mis le lien qui est juste ici. C'est extrêmement simple. Vous allez sur ce lien, vous mettez l'URL de destination. Donc par exemple, si je fais une pub pour une nouvelle paire de chaussures bleues, voilà. Je fais ma pub sur Facebook et je vais évidemment faire un lien vers mon site web. Si vous voulez avoir un suivi très très précis de ce lien, vous le rentrez là-dedans et il va vous créer un lien traqué. En fait, ça veut dire que quand les gens vont cliquer dessus, ils vont pas voir en fait ce qui se passe. Ils vont pas savoir que derrière il y a un tracking qui est mis en place sur cette URL. Néanmoins, vous allez pouvoir vraiment traquer cette URL précisément pour créer des opérations marketing. Et c'est-à-dire quand vous irez dans Google Analytics, vous aurez ce qu'on appelle un suivi de campagne. Et là, vous aurez en fait ces fameux liens traqués. Vous allez les retrouver et vous pourrez faire de l'analyse de données sur cette opération précisément. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que dans les sources support qu'on a vues juste ici, comme on peut le voir, souvent c'est Google, Facebook, des choses comme ça.
Mais le problème, c'est si c'est Facebook, si par exemple vous avez fait une campagne sur Facebook de publicité, vous allez avoir un souci sur Google Analytics, c'est qu'il va le mettre dans Facebook. Donc il ne fera pas la différence entre vos posts naturels, si c'est une page qui parle de vous, si c'est un influenceur sur Facebook. Donc il ne fera pas la différence, il mettra tout dans Facebook. Donc là, ça va être problématique. Si vous avez au milieu de tout ça fait une publicité payante sur Facebook, vous ne serez pas capable de sortir cette publicité, de savoir combien elle a ramené, puisqu'elle sera diluée dans l'ensemble du trafic venant de Facebook. En faisant cette opération, donc dans le lien que je vous ai mis, c'est très facile à utiliser, hein, je vous enverrai si vous voulez une petite vidéo YouTube qui explique comment l'utiliser. Donc vous allez créer une URL traquée, vous allez faire votre campagne de publicité sur Facebook avec cette URL traquée et vous allez pouvoir avoir seulement les résultats de cette publicité, de chaque personne qui aura cliqué sur cette pub et arrivé sur votre site web. Vous aurez complètement sorti cette data et vous pourrez l'analyser dans le détail, cette opération. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à faire et il faut prendre le réflexe de le faire à chaque fois que vous faites une opération, vous voulez un retour sur investissement et que Google Analytics ne vous le permet pas, il faut garder le réflexe à ce niveau-là. Ça marche sur tous les outils externes à votre site web, sauf si c'est des outils Google. Si c'est de la publicité qui est faite avec Google Ads, là, normalement, ou YouTube, qui est un outil Google aussi, toutes vos publicités qui sont faites sur ces supports-là sont entièrement reliées à votre Google Analytics. Et normalement, ça retombe directement dans les campagnes déjà. Donc, vous n'avez pas à aller faire des liens traqués, parce que Google s'occupe déjà de tout. Par contre, dès que c'est sur Facebook, Mailchimp pour vos emails, dès que c'est sur un blog externe, si vous faites un partenariat avec un blogueur, si c'est sur Twitter et compagnie, là, il faudra le faire parce que ça vous permettra d'avoir du détail. On se rappelle, la dernière fois, on avait vu Test and Learn, on avait regardé un petit peu ensemble ça. Donc, l'analyse de données permet ça. Donc, rappelez-vous, on a une hypothèse. Je pense que cette publicité va marcher. Je pense que si je mets à jour ma page d'accueil, je vais avoir plus d'internautes, ou en tout cas, je vais baisser mon taux de rebond. Donc, regardez, on va prendre l'exemple du taux de rebond. Parce que la publicité, on a beaucoup pris l'exemple, mais on va faire une autre analyse de données. Notre page d'accueil, elle a un taux de rebond de 70%. C'est vrai qu'il y a un slider qui n'est pas terrible. C'est vrai que quand les gens arrivent, ils ne savent pas trop ce qu'on fait, ça peut être le bazar. Donc, je prends un cas de figure que je croise assez souvent en entrepreneuriat. Et ben, on va peut-être se dire, ce que je vais faire, je vais modifier ma page d'accueil, je vais revoir le slider et je vais essayer de faire en sorte que ça soit plus clair en pensant à mes internautes. Donc, ça, c'est l'hypothèse, l'expérimentation. Et ensuite, ce qu'on va faire, on va aller voir sur Google Analytics, on va aller voir la page d'accueil et on va regarder entre le mois 1 où j'avais la version un peu biaisée, enfin un peu qui n'était pas terrible, et la version 2, le mois numéro 2, où là j'ai cette nouvelle page d'accueil bien plus revue, et ben là on va regarder les différents indicateurs, le taux de sortie, le taux de rebond, combien de temps les gens vont rester sur la page d'accueil, est-ce qu'il reste 3 secondes, est-ce qu'il reste 10 secondes, et est-ce qu'on est passé de 20 secondes à 50 secondes, et là on va prendre des décisions. Soit on est satisfait, on se dit les stats sont quand même vraiment plus positifs qu'avant, soit on se dit on va devoir abandonner cette version parce qu'on n'a pas encore atteint les chiffres qu'on voulait atteindre. Et là, on recommence. Nouvelle hypothèse. C'est peut-être qu'il faut revoir la couleur ou arrêter d'avoir un slider, donc ainsi de suite. Donc, à chaque fois que vous allez prendre une décision en marketing numérique, il faudra être capable de faire ce test and learn. Je vous parlais, est-ce que je fais un mail avec seulement 3 lignes et une petite vidéo, ou est-ce que je fais un mail avec un gros pavé de texte? On pourrait envoyer ces 2 mails. Et puis, on regarde l'analyse de données, et puis ensuite, on voit pour si on déploie ou on abandonne. Donc ça, c'est le test and learn, on en avait un petit peu parlé. Et le A/B testing, en fait, c'est pareil. On va tester une version A, on va tester une version B. Donc le A/B testing, c'est un peu du test and learn, mais c'est là quand on va hésiter entre deux versions. Par exemple, je me dis, est-ce que sur ma page d'accueil, je mets un gros slider avec des slides qui se déroulent, ou est-ce que je mets une image fixe avec juste un titre, quelque chose de beaucoup plus classique. Et là, je vais essayer les deux et je vais voir le comportement de l'internaute. Est-ce que les gens restent plus longtemps? Est-ce que les gens vont cliquer? Est-ce que les gens vont naviguer? Et ensuite, avec la data, on va regarder le comportement de l'internaute et on va choisir la version A ou la version B. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, le A/B testing. Je suis sûr que, et moi le premier, je suis sûr que là, vous dites c'est super intéressant le A/B testing, c'est vrai que c'est génial. Personne ne le fait, à part les grosses entreprises. Je ne vais pas vous mentir que même moi, des fois, j'oublie, je me dis, mais j'aurais dû faire du A/B testing, c'était évident. Donc, gardez toujours ça dans un coin de votre tête. Dès qu'il y a une hésitation, A/B testing. Pour aller plus loin, ce que je vous propose pour les 10 dernières minutes, c'est d'aller faire un petit tour sur Google Analytics, tout simplement. Et je voudrais vous présenter deux choses. Alors, je vais vous présenter une première chose. Je vais vous partager mon écran tout de suite. Hop. OK. Alors.
Alors, est-ce que vous pouvez me valider dans le chat que vous voyez bien là, mon navigateur, s'il vous plaît? Histoire d'être sûr. Super, merci Anne. Alors voilà, ça je voulais vous le présenter parce que c'est un super outil qui est vraiment vraiment pertinent. C'est ce qu'on appelle la Google Analytics Academy. Je me suis en partie auto-formé sur cet outil et vous avez plusieurs cours qui sont gratuits. Donc peut-être que certains ont un petit peu plus de temps en ce moment, donc profitez-en. Ça prend entre 5 et 10 heures en fonction de l'implication que vous allez mettre. Et vous avez Google Analytics pour les débutants. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Vous avez des vidéos interactives, vous allez avoir des exercices, vous allez avoir pas mal de choses qui vont vous permettre d'aller dans Google Analytics, d'aller bidouiller. Et en fait, il y a un compte de démo Google Analytics qui vous permet d'aller vous entraîner. Donc vraiment, pour le marketing numérique, moi, je préconise à tout le monde d'aller faire cette formation. Elle est extrêmement bien faite. Donc, c'est la Google Analytics Academy. Et vous avez que de la vidéo. Vous avez 4 unités. Si par exemple, je vais voir cette unité, vous allez voir qu'il y a plein de, il y a que de la vidéo interactive en fait, avec des petits quiz, vous avez des PDF, c'est super bien fait. Et à chaque fois, à la fin, vous avez une évaluation. Donc là, ça vous apprend comment installer Google Analytics, ensuite comment l'utiliser, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un super outil. Ensuite, on va aller voir rapidement le compte de démo Google Analytics. Et là, c'est vraiment pratique parce que ce qui va vous arriver assez souvent, c'est que votre site web, quand vous allez installer Google Analytics, si vous n'avez pas 10 millions de visites là, si vous avez quelques visites, des fois, vous n'aurez pas assez de data pour vous entraîner, pour aller un petit peu trafiquer dans Google Analytics, pour aller vous entraîner. Donc déjà, vous avez cette fameuse formation qui est géniale. Et cette formation va se baser sur un compte de démonstration de Google Analytics qui va vous permettre d'aller sur un compte avec de la data. Parce que l'analyse de données sans data, ce n'est pas pratique, on ne va pas se mentir. Donc ce compte de démo est vraiment génial pour vous entraîner. Alors, hop. Super. Pourquoi il me dit ça? Alors, c'est bon. Donc là, on est sur en fait le Google Merchandise Store. Donc je vais vous montrer c'est quoi, histoire que vous compreniez c'est quoi. En fait, Google a rendu accessible la data d'un de ses sites web. Et en fait, Google a un site web qui s'appelle le Google Merchandise Store où en fait c'est là où vous pouvez acheter des suites Google, vous pouvez acheter des mugs, vous pouvez aller acheter des casquettes, tout ce que vous voulez. Donc si vous êtes un peu geek dans l'âme, c'est le moment où vous pourrez aller acheter des super suites, voilà, des t-shirts Google, comme ça, des choses comme ça. Donc, vu que ce n'est pas une activité qui est très stratégique pour Google, leurs agendas sont quand même pas mal canons, on ne va pas se mentir, vu que c'est une activité qui est pas mal stratégique pour Google, qui n'est pas du tout stratégique pour Google, en fait, de façon totalement transparente, ils donnent l'analyse de données complète. Voilà à quoi ça ressemble à Google Analytics. Ça fait peur, il y a plein de chiffres et des fois on se perd un petit peu. On ne va pas se mentir. C'est pour ça que je vous ai mis la Analytics Academy qui va vous permettre d'aller dans chacune des composantes d'Analytics et de comprendre. Si j'ai un conseil à vous donner dans Google Analytics, n'allez pas sur Google Analytics dans l'espoir de trouver quelque chose. Essayez de savoir quelle data vous voulez, de savoir où aller la chercher pour ensuite la trouver. Je vois beaucoup de gens qui se baladent dans Google Analytics, qui regardent 3-4 chiffres et qui se sentent dépassés par la situation, qui abandonnent et qui n'y vont plus jamais. Dans Google Analytics, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va chercher. Il y a 3-4 choses à savoir. Ici, en bas à droite, vous allez pouvoir rechercher par date. Donc déjà, c'est important. Là, vous voyez, on regarde les datas du 23 avril au 29 avril. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'il y a beaucoup de data, entre le 23 avril et le 29 avril, j'ai eu 11 000 visites. C'est quand même sympa. Et on pourrait se mettre sur d'autres plages de dates. On pourrait se dire, tiens, on va analyser l'année 2020. Là, on va regarder une très belle année qui restera dans les annales, comme on dit. Donc, du 1er janvier au 29 avril, j'ai eu 173 000 visites. J'ai eu 169 000 utilisateurs, j'ai eu 232 000 sessions. Pourquoi il y a une différence entre nouveaux utilisateurs et utilisateurs? C'est parce que sur ces 173 000, j'en ai 169 000 qui n'étaient jamais venus sur mon site web. On se rappelle comment Google Analytics il calcule la data, il regarde s'il y a des cookies, et s'il n'y en a pas, c'est que vous êtes un nouveau utilisateur et vous les met. Donc du coup, si vous êtes déjà venu ou si vous n'êtes jamais venu, Google Analytics, il est capable de plus ou moins le savoir de façon précise, parce qu'il y en a qui vident leurs cookies, et là, ça biaise un petit peu l'information, mais tout le monde ne vide pas ses cookies. Donc ce qui est important, c'est ce système de date qui est vraiment important. Pour le fameux A/B testing dont je vous parlais, on pourrait comparer, ici vous avez un petit bouton, vous voyez, c'est comparer à la période précédente. Et là, je vais appliquer. Et là, du 1er janvier 2019 au 29 avril 2019-2020, en fait, sur les années précédentes, je vais pouvoir faire une comparaison. Alors, donc là, vous voyez, j'ai la ligne orange et la ligne bleue. Donc le bleu correspond à l'année 2019 et la ligne orange correspond à l'année 2020. Là, effectivement, étonnamment, depuis quelques mois, il y a une grosse chute.
mais qui n'est pas dû au Covid, parce que là, on voit que c'est en novembre 2019. Donc, c'est pas forcément dû. Ah non, c'est en mars, pardon. Si, c'est complètement dû au Covid. Donc, on voit que là, le Covid, il y a eu un impact. Vous voyez, juste avec le Covid et grâce à Google Analytics, on est capable de regarder la data comme ça. On voit qu'il y a un creux, là, on voit qu'il y a une chute. Pourtant, il y avait une sorte de régularité. Et là, d'un coup, il y a une grosse chute. Donc, on peut se douter là que c'est le Covid. Rappelez-vous, tout à l'heure, je parlais des dimensions. Donc, les dimensions les plus importantes, elles sont ici. Données géographiques, donc soit par langue, soit par zone géographique, par pays, par région. Vous allez avoir je vous mets les plus importants. Hein. Données géographiques, vous allez avoir les données démographiques. Voilà, c'est ce que je regardais. Donc ça, dans audience, c'est les deux que je regarde particulièrement qui sont très importantes. Dans acquisition, vous allez avoir tout le trafic, les canaux et les sources support. Là, ça correspond, est-ce que les gens viennent des moteurs de recherche, de Facebook, de Twitter. Donc là, ça correspond vraiment à... Hop là, excusez-moi. Ça correspond vraiment comment on pourrait dire, à l'acquisition, d'où est-ce que vous avez acquis vos internautes. Particulièrement, moi, je regarde canaux, support. Ensuite, je vais aller voir comportement. Et là, je vais aller voir, en général, contenu du site. Et là, je vais aller voir le détail par URL. Donc, c'est-à-dire que je peux aller voir toutes les pages de mon site web et de voir le comportement des internautes sur chaque URL de façon précise. Donc là, je pourrais regarder la page d'accueil, mes pages produits, mes pages catégories et regarder le détail. On ne va pas tous les regarder un par un, mais par exemple, on va aller voir audience, on va aller voir données géographiques et on va regarder zone géographique. Et là, rappelez-vous, je vous disais dimension. Et en face, on va mettre les différentes statistiques qu'on a vues et ça va se voir ici. Donc là, j'ai la dimension. Alors, je vais vous enlever la comparaison parce que ça va donner trop de data là si certains ne sont jamais venus encore, ça peut être un peu compliqué. Donc là, par exemple, on a les États-Unis. Et là, on va voir que les États-Unis ont généré. Donc, à chaque fois, c'est pareil. Je vais dans une dimension à gauche et en face, je vais avoir des statistiques. Donc là, je suis dans la dimension pays et j'ai mes statistiques en face ici. Donc, ici. Donc là, je peux aller dans la dimension langue et je vais avoir, pareil, encore une fois, mes statistiques en face. Donc, on peut aller dans la dimension âge, sexe. Donc là, on va aller dans âge, par exemple. Et je vais avoir mes statistiques en face. Donc, ce qui est important, c'est de connaître les dimensions à gauche, donc le fameux pays, source, support, ainsi de suite, et les statistiques en face. Donc là, par exemple, on va voir que les 25-34 ans génèrent 27 705 visites, soit 41% du trafic sur le site web depuis le 1er janvier 2020. Et on va voir que le taux de conversion est de 0,03%, ce qui n'est pas incroyable. On pourrait se dire, OK, qui sont les gens qui génèrent le meilleur taux de conversion? En fait, c'est 0,12%, ça correspond aux 55-64 ans, étonnamment. Et ensuite, on va avoir un autre conversion qui n'est pas terrible, mais qui est quand même assez... qui est le plus haut, mais il n'est pas incroyable, c'est 0,05%, c'est les 35-44. Donc les jeunes ont l'air de venir en majorité, mais ce n'est pas eux qui génèrent le plus de taux de conversion, donc c'est peut-être parce qu'ils sont très geeks aussi les jeunes, mais ils ont peut-être moins de pouvoir d'achat. Donc peut-être qu'on pourrait se dire, on va peut-être se concentrer sur les 35-44 et les 45-54 parce qu'ils ont l'air d'avoir des taux de conversion un petit peu plus hauts. Peut-être qu'ils seront moins, mais ils vont plus dépenser. Donc là, je vous montre un exemple, mais on pourra aller creuser les chiffres comme ça pendant des heures. Voilà comment ça marche Google Analytics. Là, on a 45 minutes, ça va être compliqué d'aller plus en profondeur, mais je vous ai montré un peu le principe de Google Analytics. Alors, je vais repartager mon écran. Hop. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller sur la Google Analytics Academy et de vous entraîner. Google Analytics, ce n'est pas si compliqué que ça. C'est même très abordable au final. Il faut juste se lancer et il faut juste se former un petit peu avant et de savoir où aller. Si vous savez ce que vous cherchez, vous savez où aller, ça va aller Google Analytics, il n'y a pas de souci. OK. Moi, j'ai fait le tour de ma présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être une période plus de questions-réponses. J'aimerais bien avoir votre ressenti parce que c'est quand même un sujet qui est un peu plus technique. Donc, je ne peux pas rouvrir vos micros. Donc, s'il y a des questions, si vous avez envie d'en profiter pour poser des questions, allez-y, soit dans le chat, soit en ouvrant vos micros. Il n'y a peut-être pas de questions. Ok, bon bah écoutez, si j'ai pas de questions, on va s'arrêter là. J'espère que je vous ai pas endormi. Ok, bon bah super, merci Annie. Si ça a été instructif alors que tu étais familière, ça fait plaisir, avec plaisir. Peut-être que là vous avez besoin de digérer toute cette information. Peut-être que vous avez besoin d'aller vous balader aussi un petit peu sur Google Analytics et le centre de formation.
peut-être que la semaine prochaine, on a une période de questions-réponses, donc c'est peut-être là où les questions vont émerger. J'espère que j'ai semé une petite graine qui va émerger en vous et qui va vous amener dans l'analyse de données, parce que vous allez voir que ça fait peur au début. Ça peut être Peut-être Annie pourra confirmer avec nous, mais au début, c'est un petit peu effrayant. Mais en fait, c'est vraiment très intéressant l'analyse de données. Il y a plein de belles choses à faire. Et de toute façon, si vous voulez faire du marketing numérique efficace, il faut passer par la data. Il n'y a pas le choix. Alors, Sabine. Alors, ça prend beaucoup de temps, oui et non. Parce qu'en fait, regardez, je vais vous montrer une petite dernière chose. Je me permets. Hop, regardez. Oui, il y a plein d'onglets. Il y a énormément de choses à aller voir. Il y a de la data de partout. En fait, on peut vite se sentir un petit peu dépassé parce qu'il y a de la data de partout. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle des tableaux de bord. Et comme ça, vous allez créer des tableaux de bord. Et en fait, vous allez seulement mettre la data qui vous intéresse. Plutôt qu'aller à chaque fois dans les onglets et de vous perdre un petit peu, en fait, vous pouvez aller chercher une petite dizaine de statistiques qui vous intéressent. Par exemple, le chiffre d'affaires ici, le coût que me coûte un utilisateur, le nombre de visites. Et en fait, vous faites un tableau de bord. Donc, plutôt qu'aller tous les jours fouiller dans les chiffres et tout, vous faites un tableau de bord avec la data qui vous intéresse et derrière, hop, vous allez chercher seulement la data et ça vous évite d'aller vous perdre pendant des heures dans Analytics parce que vous avez fait remonter la data qui vous intéresse. Ok, super Isabelle, merci beaucoup. Oui, tout à fait. C'est une routine. Voilà. Et les tableaux de bord peuvent permettre de faciliter la tâche assez facilement. Comme tu as pu le voir dans les tableaux de bord que j'ai mis, c'est pas très sexy, on va pas se mentir. Là, c'est du bleu sur un fond blanc, donc en plus, c'est pas très lisible. Vous avez Google Data Studio qui vous permet de brancher votre Google Analytics à une sorte c'est une sorte de tableau de bord pareil, mais avec des statistiques qui sont vraiment bien, qui sont très sexy en fait. C'est presque du tableur. C'est très pratique si jamais vous avez des réunions marketing où vous devez présenter la data à des gens qui ne sont pas habitués à la data. Par exemple, vous devez faire un retour auprès d'investisseurs, auprès de votre direction, auprès de gens qui sont moins habitués à la data. Avec Google Data Studio, vous pouvez faire des sortes de panels d'analyse de données hyper sexy. C'est assez simple à utiliser et ça vous permet de faciliter la mise en place de la data auprès de vos collaborateurs. Oui, c'est exactement ça. Google Data Studio. Merci Stéphanie qui est en backup derrière. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie sincèrement d'avoir été présente. Et puis, on se dit à bientôt pour les questions-réponses. Si jamais vous avez des questions sur le marketing numérique qui ne sont pas forcément dans cette présentation ou dans celle d'avant, il n'y a pas de problème. Venez quand même pour la période de questions-réponses. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions bêtes. Donc, on se dit à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle après-midi.